Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pot de mort, rien ici. En fait, je vais retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Avec donc ce championnat de national, cette troisième division professionnelle française, qui est une on va dire un peu une utopie. Moi j'ai choisi ce mot-là, évidemment c'est un choix personnel. Est-ce que c'est une utopie? Ça on en parlera, mais en tout cas c'est un aspect unique dans le rugby mondial, parce que déjà la France est le seul pays au monde à avoir 2 divisions professionnelles. Eh bien sous l'impulsion de Bernard Laporte, précédent président de la Fédération française de rugby, il y a eu la création de cette troisième division professionnelle, cette fois-ci gérée par la Fédération française de rugby, la nationale. Championnat dans lequel Blagnac, club centenaire, a déposé le bilan cette saison. Hier, Carqueiranne est en grande difficulté financière, Bourg-en-Bresse en difficulté aussi. Est-ce une utopie qui tue les clubs, ce championnat de national, Philippe Spanghero? Alors clairement oui. Petit bémol, je rappelle l'origine de la réflexion de pourquoi la création de la nationale. Avant la nationale, il y avait la Fédérale 1 et on avait des écarts de niveau très élevés et de niveau et de moyens entre les clubs de Fédéral 1, avec certains clubs qui étaient quasiment staffés comme des pros, avec beaucoup de contrats pros, et qui étaient qui pouvaient quasiment rivaliser avec le bas de tableau de la Pro D2, et des clubs de Fédéral 1 qui avaient de tout petits moyens et qui jouaient pas du tout dans la même catégorie. Donc c'était la division dans laquelle il y avait certainement le plus d'écart de niveau. Là où je pense qu'on a commis une erreur, c'est d'avoir pu penser que ce haut de tableau de la Fédéral 1 pouvait être réellement professionnel. Comme tu le disais tout à l'heure, on est le seul championnat du monde qui avons déjà 2 divisions professionnelles. C'est déjà assez compliqué comme ça. Et cette 3e division professionnelle, c'était clairement une utopie. Et on voit aujourd'hui qu'elle met en danger une partie des clubs qui participent à cette compétition de nationale, mais aussi, par ricochet, les clubs de division inférieure, de National 1, National 2, et on voit que les avec la Seine-sur-Mer notamment, voilà, il y en a eu. La Seine-sur-Mer est en grande difficulté. La Seine est en grande difficulté, Cognac est en grande difficulté, et donc les mauvaises nouvelles s'accumulent un peu parce que on a mis un peu les mauvaises nouvelles sous le tapis, et on a accumulé toutes ces mauvaises nouvelles jusqu'au moment où le mur il faut le prendre, et malheureusement ça fait mal, et avec en plus des clubs qui ont une histoire particulière, donc il y a une dimension affective qui est importante. Ouais, c'est vrai. Blagnac est un très grand club du rugby français. La Seine-sur-Mer, créé en 1902 et qui est en National 2, est en grande difficulté. Bourg-en-Bresse est un club majeur. Hier, Carqueiranne est un club jeune mais important dans le paysage, notamment dans le Var. C'est vrai que c'est l'idée à l'origine donc de cette nationale, c'était d'amener des équipes plus fortes vers la Pro D2, et d'ailleurs, ça peut être en partie aussi fonctionné. On voit cette année Valence Roman et Dax, pour donner un exemple sur cette saison donc 2023-2024 de Pro D2. Les 2 promus font le travail et sont, on va dire, vraiment au niveau de ce championnat de Pro D2. Donc sportivement, ça a peut-être été une réussite, Philippe Spanghero, mais une réussite pour quelques clubs. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que avant la nationale, moi je me souviens de la période où je jouais par exemple à Carcassonne. On avait dans la poule en Fédéral 1 Aix, c'était un coup Aix qui montait, ensuite Carca est monté, et tout de suite c'est des clubs qui étaient déjà staffés pour être performants et prétendre à la Pro D2, et qui s'y sont maintenus, que pendant quelques années que ça fait le yo-yo, mais après ils ont trouvé leur place et leur rythme dans cette division. Donc non, je suis pas tout à fait d'accord. Peut-être qu'en effet maintenant il y a une petite structuration différente au-delà de la dimension sportive. On a voulu aller trop vite. La partie. Non, mais surtout on a voulu aller trop vite. C'est pas aller trop vite parce que, je le répète, il n'y a pas de modèle pour cette 3e division professionnelle. Donc c'est pas une question de précipitation, c'est une question de capacité à redevenir raisonnable. Et le problème, c'est que là aujourd'hui, malheureusement, malgré ce qui se passe, je ressens pas de prise de conscience des acteurs des petits clubs, parce qu'honnêtement, ce qui se passe est terrible, parce que c'est des dirigeants qui arrivent, qui donnent du temps, qui mettent leur argent personnel. Ils se rendent compte qu'ils sont pris dans des engrenages. Ça leur coûte toujours beaucoup plus d'argent, pour qu'au final ils réussissent pas à redresser la barre, et qu'ils soient ceux
qui ont été là au moment où des clubs historiques ont déposé le bilan, franchement, c'est assez terrible quand même pour ces gens-là. Et donc, je pense juste qu'il faut redevenir raisonnable. Que dans certaines divisions du rugby, il n'y a pas de quoi payer les joueurs 1500 ou 2000 euros par mois, qu'il faut pas suivre la surenchère à quelques présidents qui font des folies et qui, par mégalomanie, essaient de casser un peu le marché. Voilà, il faut juste redevenir raisonnable et accepter de rester à sa place parce que le rugby a changé. On voit que le rugby de haut niveau a du mal à se structurer dans les toutes petites villes, c'est un fait. Donc, il faut aussi accepter ça et redevenir raisonnable parce que là, toutes les nouvelles qu'on reçoit et qu'on vient de recenser nous montrent qu'on n'est pas du tout dans le vrai sur la façon dont on imagine l'économie du rugby. Quels sont les revenus d'un club de national ? Est-ce que c'est de la billetterie ? Est-ce que c'est des hospitalités ? Quelles sont les sources de revenus d'un club de national aujourd'hui ? La source de revenus principale, c'est les sponsors privés. Ça, c'est toujours pareil dans toutes les divisions, mais c'est exacerbé en national par rapport à la Pro D2 et au Top 14 parce que il y a pas de droit télé et il y a pas de. Alors qu'il y en a eu des droits télé. Il y en a eu. Oui, il y en a eu, mais ça c'est pareil. Encore une fois, ça reste anecdotique pour un diffuseur en termes de retour sur investissement. Donc c'est vrai que cette division, elle a fait mal. Elle a fait mal avec le recul parce que encore une fois, il y a la nationale, mais elle a entraîné dans son sillage des clubs de National 1 et National 2 qui se sont laissés complètement griser par la promesse qui était pas tenable. Voilà, elle n'était pas tenable cette promesse. Et en effet, il y avait nécessité de revoir cette Fédérale 1, mais il y avait d'autres façons de le faire parce qu'aujourd'hui ça ne marche pas. Et c'est vrai que là, il va falloir que on remette tout à plat et qu'on soit beaucoup plus vigilant et rigoureux, voire même contraignant dans les règles, beaucoup plus sur l'économie des clubs pour éviter les catastrophes nucléaires là qu'on a un peu partout en ce moment. Ouais, est-ce que on peut encore réagir là parce que on se pose la question, là on est le 1er mars. Voilà, on est dans le week-end 1 2 3 mars à 20h30 notamment et on se pose la question qu'est-ce qu'on peut faire parce que là la prochaine saison elle est déjà dans les cartons. Qu'est-ce qu'on doit faire ? J'ouvre un peu le débat, faut-il supprimer totalement ce championnat ? Faut-il le changer, le modifier ? Est-ce qu'il faut faire une adhésion par le budget et non pas par le mérite sportif? Qu'est-ce qu'il faut faire en urgence là, Philippe Spanghero? Et j'invite tout le monde autour de la table, hein. Quentin Cabanillis, Antoine Mazer, Clément Combe et puis vous au 0826 300 300. Alors avant d'ouvrir le débat, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas toutes les réponses, mais déjà pour moi, il faut sortir de cette réflexion, ce postulat de dire que c'est un championnat professionnel. Ça peut être semi-professionnel et ça engendre beaucoup de choses derrière par ricochet sur les règlements par rapport aux contrats sportifs, etc. Mais on ne peut pas légitimement laisser penser aux gens que l'économie du rugby français permet d'avoir 3 divisions professionnelles. C'est pas vrai. Et il faut par ricochet être beaucoup plus contraignant, comme c'est l'être la DNACG, sur les règles avant de commencer une saison sportive pour être sûr qu'on n'ait pas ce qui se passe en cours de saison. Parce que là, ce qu'on vit à Blagnac, etc., ça pourrait pas exister en Top 14 ou Pro D2, c'est impossible. Le risque maximal est prévu par la DNACG et il est sécurisé. Donc aujourd'hui, en national, il faut faire un pas de côté, se dire que c'est pas un championnat professionnel mais semi-professionnel et qu'on soit beaucoup plus rigoureux sur les garanties financières qu'on demande à ces équipes avant de s'engager dans la compétition, parce que au-delà de la catastrophe humaine, etc., parce qu'il y a 40-50 personnes sur le carreau à chaque fois, ça fausse complètement l'équité sportive. Parce que vous avez des équipes qui ont joué contre Blagnac avant qu'ils déposent le bilan et qui ont pris un certain nombre de points. Et quand Blagnac dépose le bilan, il y a des équipes qui vont pas jouer contre Blagnac et qui prennent plus de points. C'est pas normal. Et il faut à tout prix éviter ça aussi pour l'équité sportive. Alors, pour clarifier, hein, la DNACG est devenue, en termes de nom, l'autorité de régulation du rugby pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on a appelé ça la DNACG. Là, si la DNACG, donc du coup l'autorité de régulation du rugby, fait un audit sur ce championnat national et se rend compte qu'il y a 5-6 clubs qui ont les reins solides pour vraiment être dans ce championnat-là et viser une montée en Pro D2, parce que c'est évidemment ça l'objectif. Qu'est-ce qu'on fait là s'il y a que 6 clubs qui sont capables de le faire? On se retrouve face à quoi? Face à un championnat de vitesse, face à un championnat à 6 clubs? Non, face à une réalité
face à une réalité qui est la nôtre, c'est de dire que s'il y a 6 clubs qui potentiellement sont vraiment dans ce ventre mou, trop forts pour être en Fédéral 1 et peut-être un peu juste pour être en Pro D2, mais c'est qu'il n'y a pas de modèle, c'est tout. Donc il faut juste tu leur dis quoi la Fédéral. Les sponsors, ils ont mis, ouais, mais les sponsors, ils ont mis de l'argent pour viser une montée en Pro D2 et de jouer dans ce championnat-là. Ouais, mais tu vas te retrouver avec des équipes avec un énorme écart. Au lieu d'amener le nom de ton entreprise sur le maillot à Narbonne ou à Nice ou je sais pas à Albi, et ben tu te retrouves et sans aucun jugement de valeur à Lavore ou à Grouillet ou à Rochefort. Et c'est pas la même chose, c'est quand même pas la même exposition, Philippe. Non mais tous les mots ont un sens. Moi, ce qui me gêne, c'est le postulat d'avoir nommé cette division professionnelle. Pourquoi mais ça c'est une erreur. Non mais pourquoi on n'a pas une Fédéral 1 élite? Voilà, j'en sais rien, moi. On a 2 Fédéral 1. Mais c'est quoi alors? L'élite, c'est quoi? Ça veut dire que tu mets quel club dedans? Ceux qui ont les capacités de jouer en Pro D2? Financière? Oui, potentiellement. Mais en tous les cas, ça reste une Fédéral 1, comme c'était avant. Et dans la tête des gens, c'était pas professionnel. Et on n'avait pas cette bulle spéculative qu'on a créée et qui nous pète à la gueule dans toutes ces divisions, parce que je le répète, par capillarité, ça a touché la Nationale 1, la Nationale 2, et on a beaucoup trop de clubs en danger. Et c'est un grand problème. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous pour en discuter. On continue le débat dans un instant avec Antoine Mazer et Clément Combe et Quentin Cavenus avec une petite question. Faut-il supprimer totalement ce championnat? On se posera la question, mais en tout cas, Philippe Spanghero a donné son avis. C'est oui, il faut absolument mettre fin à cette utopie. Merci Philippe. À demain sur Sud Radio. Merci messieurs, bonne fin de soirée. Et on continue avec le multiplex dans un instant.